Non, j'allais dire qu'effectivement, on va parler de décroissance, parce que c'est le terme qui circule le plus en France, mais le nom de la conférence est post-croissance, et vous allez voir qu'il y a évidemment un sens. Alors, tout à l'heure, on déjeunait ensemble, et Tim Jackson me demandait, mais un débat sur la croissance, la post-croissance, est-ce que ça sonne pas trop académique, etc. Je disais, non, non, en France, les questions de croissance, de décroissance, de post-croissance, sont vraiment maintenant au cœur de la discussion politique. Je ne sais pas, quand vous écoutez, par exemple, les politiques générales des différents premiers ministres qui se sont succédés ces dernières années, souvent dans les discours, donc devant l'Assemblée, il y a attention, notre ennemi, ce qu'on ne veut pas faire, c'est la décroissance qui casserait notre modèle social, qui serait l'appauvrissement généralisé, etc. Donc c'est vraiment devenu un terme enfin un débat qui est vraiment central dans la vie politique française, mais aussi on va le voir dans plein d'autres pays, puisque vous n'êtes pas français, vous êtes suisse et britannique. Donc merci beaucoup d'être venu. Donc Tim Jackson, vous comprenez le français, mais vous préférez ne pas le parler. Donc effectivement, on va tenter un dispositif et on va voir comment ça se passe, où vos réponses seront traduites. Et avant de vous présenter plus largement, pour faire le lien avec ce qui a été un peu dit hier, je voudrais juste vous lire un passage. Alors hier, je me demandais comment commencer cette conférence. Je suis passé à la librairie là-bas et puis je suis tombé sur le livre de Jean-Christophe Godard qui intervenait le matin et l'exergue qu'il a mis au début du livre, qui est un texte de Sonny Laboutancy. Donc je vais vous lire un très court passage parce que je pense que ça fera un bon chapeau, hein, une bonne exergue à notre discussion. Donc il écrit: allez vite, n'importe où, n'importe comment et pour n'importe quoi. Voilà tout le sens de la civilisation que vous nous avez fagoté, en dehors de toute forme de raison, d'intelligence, de connaissance et de culture. Nous sommes arrivés au siècle du jeter-aller. Vous avez oublié que le seul rêve qui nous reste à rêver est celui de la survie d'un futur potable. Et alors c'est la question de ce futur potable qu'on va aborder. Et alors, souvent quand on a un débat sur la croissance, décroissance, croissance verte, post-croissance, on va parler des termes, on commence par dire, attention, pourquoi la croissance verte, c'est pas possible, et on passe beaucoup de temps à expliquer le découplage, pourquoi c'est difficile, impossible, etc. Moi, je propose qu'on fasse l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, on s'attarde tout de suite à la question de qu'est-ce qu'il y a après, comment on va imaginer la post-croissance. On parlera peut-être à la fin de pourquoi le système actuel est bloqué, mais projetons-nous dans l'étape d'après. Alors, vous êtes les deux personnes parfaites pour le faire, parce que vos travaux, c'est exactement ça, à savoir, c'est essayer de donner des contours nets à ces notions de post-croissance, de voilà, comment est-ce qu'on peut envisager les choses. Donc Julia Steinberger, donc vous êtes chercheuse en économie écologique, le terme est important, vous êtes professeur à l'université de Lausanne, et en fait vous êtes une espèce de bifurqueuse avant l'heure puisque vous aviez commencé des études de physique et puis vous avez décidé de changer et de vous réorienter vers l'économie écologique. Et donc vous êtes autrice du GIEC, vous avez deux particularités, c'est que entre guillemets les deux jambes, c'est-à-dire que vous coordonnez des gros projets de recherche sur la post-croissance avec des financements européens, voilà, donc on va en discuter. Et puis vous êtes aussi une des voix des scientifiques en rébellion, vous savez, qui utilisent ces méthodes de désobéissance civile. Vous avez, je crois, été arrêté en Suisse, c'est ça, si je dis pas de bêtises, à l'occasion d'une de ces actions. Tim Jackson, donc vous êtes britannique, économiste, vous travaillez depuis très longtemps sur ces questions de post-croissance. C'est même le mot, on va commencer par ça, et vous est assez fortement associé, parce qu'en fait, dans les années 2000, vous participez à une commission au Royaume-Uni, qui est la commission sur le développement durable, et vous écrivez un rapport, enfin vous participez à un rapport qui s'appelle Prosperity Without Growth, prospérité sans croissance. En fait, ce rapport va être massivement téléchargé, etc. Donc ça va devenir un livre, donc qui est traduit en français, hein, qui s'appelle Prospérité sans croissance, que vous trouvez ici. Et donc vous avez poursuivi cette veine de recherche avec beaucoup d'interdisciplinarité, philosophie, économie, voilà. Et vous avez publié récemment ce livre Post-croissance, vivre après le capitalisme, donc au Actes Sud, chez Actes Sud. Et vous donc travaillez sur cette idée, effectivement, à casser l'idée que le plus est toujours mieux. Alors, si on commence effectivement par une question de vocabulaire, commençons simplement. Donc, je vais vous poser la question d'abord pour peut-être Tim Jackson, puisqu'effectivement, le mot de post-croissance vous est assez fortement associé. Alors, on en parlait de décroissance, post-croissance. Vous parlez même parfois d'économie stationnaire. C'est un terme que vous prenez à John Stuart Mill, je crois, le philosophe. Quel est le mot que vous préférez employer? Pourquoi? Et je vous poserai après la même question, Julia. Ben, merci Rémi et merci à tous pour m'inviter à Aurigny. Je m'excuse tout de suite de ne pas tenter de parler en français parce que mon français est dégueulasse. Mais quand même, je suis très content que Dawn est là et elle va me traduire.
I mean, I think, in a sense, I chose Alors, dans post-growth un as the certain title, sens, j'ai for this follow-up book, in choisi part because I le think mot it is a post-croissance nice comme titre language parce with que which je to think trouve about que where we are, to think notre about langue the est fact une that belle we are langue in pour living in penser a society à which où is est-ce que nous en almost sommes. Nous obsessed vivons with dans growth. une société qui est quasiment Even though, obsédée par la paradoxically, croissance, in même si economic de façon terms, paradoxale, we're dans living les in a termes society in économiques, which growth nous vivons in the dans une traditional société sense is où la more and croissance more dans le difficult sens to traditionnel come by. est de plus en plus difficile So à we're living in a obtenir. kind of paradox. Donc nous We're living in a vivons world dans which un is genre de obsessed with paradoxe, growth, dans un an monde qui est economy that finds obsédé it more par and la more croissance, difficult to grow. mais où And that's a l'économie situation, a I de think, where plus you en have to plus de step mal à back a trouver little bit. cette You have to, croissance. yes, Donc il faut prendre du confront the recul. growth Oui, il paradigm, faut and I am faire face à full ce of paradigme de admiration croissance for et the voir qu'il y a degrowth des movement, for aberrations. décroissance, Et which j'ai beaucoup emerged out d'admiration of pour le France, mouvement in de fact. décroissance. Je sais que cela But a I also émergé en feel as France. though there's a Mais need j'ai to l'impression be également in que a nous place avons where we can besoin think de for nous rendre ourselves dans un lieu, dans un about forum what où nous pouvons follows penser de from façon our obsession with indépendante growth. pour Why nous-mêmes did we arrive qu'est-ce there? qui How did va we get suivre here? la What croissance, is comment the est-ce qu'on y est system arrivé, within pourquoi, which we are et to quel est some le extent système all dans lequel locked? nous sommes And how can we bloqués free et ourselves comment from est-ce que that nous pouvons nous process? libérer And I des think that chaînes de process la of croissance. freeing Et je pense que ce process from selon lequel the nous allons obsession nous with libérer growth de cette is well obsession avec la captured by croissance the term est quelque chose post-croissance. It's qu'on what I've couvre really très très tried to bien do in quand on parle the book. de post-croissance. Et donc c'est de ça que je parle dans le livre. Et juste vous relance sur économie stationnaire, etc. Ces termes-là, vous les utilisez de la même manière vous... Yeah, I mean, I think it's really interesting to find that Oui, the je trouve people que were there c'est before. très John Stuart intéressant Mill was de writing passer in en the middle of the revue 19th toutes ces century personnes about qui sont ideas passées that avant. actually Stuart today Mills, we're par still exemple, struggling with. tous And ces he had économistes qui ont this parlé d'un term tas de stationary sujets, state, the stationary economy. qui ont parlé Herman des Daly, économies who was one of stationnaires. the Herman big, Daly, c'est pioneers une of autre the personne, post-growth l'un debate, des to my mind, pionniers who pour la died last year, post-croissance. Il est décédé also l'an talked dernier. about the state Lui of aussi a economy. parlé de The cet idea état of a stationnaire de well-being l'économie. economy, an On economy pourrait that's not parler du dedicated bien-être au towards sein de growth, l'économie but qui n'est pas towards forcément well-being of lié à la, people. à la, This is also à la a croissance. terminology, and Ça many aussi, ce people sont d'autres actually mots, d'autres make a lot of terminologies qui progress in commencent à ideas, émerger. Et je trouve by qu'au niveau talking these des different idées, languages. on fait des One of progrès. the La questions langue that you have to évolue. ask yourself when L'une you're des trying to questions choose qu'il a faut se language poser is lorsqu'on how essaye de easily choisir corrupt le it is. langage, How c'est easily comment est-ce can the qu'on peut language that éviter you d'être use corrompu. be adopted Le by langage, les people mots qu'on that you're utilise peut trying to être critique détourné, as dévoyé part par of les their gens own qu'on essaye de vocabulary. contrer à So I travers think ce in a langage, sense, justement. décroissance has Donc, the dans un advantage certain in the sens, sense et of le mot being décroissance a énormément missile concept, d'avantages has the dans ce idea sens, of being something which la is décroissance definitively est une attacking the idée idea of qui, de growth. façon And in that définitive, sense, it's s'attaque a big à l'idée de la advantage to have. croissance. Et But you also have c'est to pour ça accept que the c'est fact that important. ultimately Mais probably néanmoins, il faut degrowth accepter itself que la will décroissance be, en when tant it que becomes telle, part of the official très language, is probablement, something quand that, cela well, fait partie may du change in its langage meaning. officiel, I was le fascinated sens de to ce mot find va that here in changer. France, J'ai été the term fascinée d'apprendre sobriety, qu'ici, sobriété, en France, is, le terme is sobriété something that captures est some un of the terme essence qui of what capture d'une degrowth certaine and manière post-growth is also l'essence trying to du mot But I décroissance. also pick up already that Mais sobriété is to some j'entends, extent je already comprends déjà que becoming ce mot sobriété by the mainstream peut être meaning pris en and compte not necessarily therefore a par le monde legitimate mainstream. critique of growth. Et à ce moment-là, même la définition de ce mot peut être dévoyée aussi. Et alors vous, Julia, quel terme vous utilisez? Je crois que vous tenez vraiment au terme décroissance. J'ai aussi remarqué que vous parlez souvent de bien vivre, alors que peut-être une référence au buen vivir en espagnol, à l'intérieur des limites planétaires. Quels sont les mots que vous aimez employer et pourquoi? Alors, je suis complètement d'accord avec les réponses qu'a données Tim, donc je ne me distancie pas du tout de ces descriptions. Pour moi, la décroissance, c'est très important parce qu'il faut parler d'une trajectoire où actuellement, nous sommes dans les sociétés les plus riches, parmi les personnes les plus riches, en train d'avoir des activités qui dérèglent la stabilité planétaire et qui nous mettent tous en danger. Donc nous sommes dans la magnitude physique, et là je reviens à mes études de physique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tricher avec la réalité matérielle qui nous entoure et la réalité énergétique. Donc nous sommes en train de dérégler les processus planétaires dont nous dépendons entièrement pour notre survie sur leur stabilité. Et là, il faut une décroissance. Il faut que notre interférence dans les cycles biogéochimiques planétaires décroisse. Donc physiquement, la décroissance est inéluctable. Et je pense que, si on veut réussir à continuer de vivre plus ou moins correctement sur cette planète. Et donc là, je pense que ce mot et son inévitabilité la description correcte physique qu'il emploie
auquel il réfère est très important. Je pense que le terme post-croissance est super pour l'imagination. C'est-à-dire, OK, une fois qu'on s'est mis d'accord qu'on ne veut plus croître et que la croissance elle-même est dangereuse, qu'il faut faire les choses différemment, OK, on fait comment? Donc la post-croissance est très importante pour ouvrir les possibilités et décrire vers quoi on veut se tourner. Et dans ce contexte, ma recherche, c'était très bizarre pour quelqu'un qui a fait justement un doctorat en physique, c'est le bien-être. Alors, c'est pas du tout ce qu'on étudie. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce que c'est que vivre bien? Quelles sont les conceptions philosophiques? Il a fallu qu'on prenne, moi et mes doctorants, je crois qu'on a pris bien 2 ans pour aller lire des bouquins. Il se trouve que c'est une activité très indigne, sans dignité aucune, si on veut s'intéresser à rechercher ce domaine, parce qu'on est en train d'avoir des querelles académiques avec des gens qui sont morts depuis des millénaires. Alors, c'est dire, il faut remonter à la Grèce antique, etc., aux écrits d'Aristote et d'autres. Mais on retrouve des conceptions de bien-être à cette époque, ce qui veut dire que l'humanité a quand même des constantes qui nous parlent encore aujourd'hui. Donc, quand on lit Aristote, quand on lit Épicure, etc., on retrouve des idées qui nous tiennent à cœur. Et nous sommes concentrés sur une conception du bien-être qui est en lien avec les besoins humains. Parce que les besoins humains, c'est quelque chose de tangible, de compréhensible, d'universel, et où on peut penser, OK, comment est-ce que notre société, comment est-ce que notre économie, comment est-ce que nos technologies, notre utilisation de ressources, la distribution de ces ressources nous permettent de répondre à nos besoins humains, pas seulement nos besoins physiques, en eau, nourriture, etc., mais nos besoins en termes de sociabilité, de communication, de partage, d'apprentissage, de réflexion. Et cette conception du bien-être, on peut l'étudier, on peut la mesurer, on peut la modéliser et on peut avancer et réfléchir à comment avancer vers un autre type d'économie grâce à ces idées de bien-être et de besoins humains. Donc, pas se focaliser sur la croissance et l'accumulation de richesses, mais se focaliser sur nous et de quoi on aurait besoin. Ça change les idées. Alors, on va revenir justement comment on définit les besoins humains, parce que c'est évidemment une question importante, puisque l'économie standard dit c'est pas à nous de définir, c'est le marché qui décide, voilà les préférences, mais on en parlera après. Mais vous avez parlé d'ouverture des imaginaires, et je pense que c'est aussi une bonne façon de continuer à entrer dans le débat, dans la discussion. C'est effectivement, vous dites le mot de décroissance, post-croissance, ça ouvre l'imagination politique. J'ai envie de vous demander, peut-être vous Julia d'abord, très bêtement. Quand vous fermez les yeux et que vous entendez ces mots-là, qu'est-ce que vous visualisez comme monde? C'est quoi pour vous les images qui vous viennent? Alors, j'ai pas besoin de fermer les yeux parce que là, on est en train de vivre quelque chose d'assez décroissant pour finir. C'est-à-dire que nous sommes tous ici ensemble en train de discuter, en train d'échanger. Donc, d'abord, c'est une économie à taille humaine. C'est une économie où la communauté, les personnes qui sont dans l'économie décident pour elles ce qu'elles ont envie de produire et de consommer et comment elles veulent le faire et à quelle échelle. Donc c'est quelque chose où pour moi, quelque chose de très important, c'est l'engagement citoyen et la prise de décision se font aussi au niveau économique. Et que nous ne laissons pas les grands chefs d'entreprise, que ce soit de Total Energy ou de Renault, pour ne parler que des Français, ou d'autres, qui, pour finir, décident pour nous de quoi notre vie sera faite, comment nous allons travailler, ce que nous allons manger, consommer, etc. Donc c'est quelque chose où la prise de décision se fait pour nous et par nous. Et ça change la donne énormément. Comme on l'a vu avec les assemblées citoyennes, quand nous remettons la prise de décision aux citoyens, les citoyens décident tout autre chose que ne le feraient les industriels et les politiques, surtout quand ils ont l'habitude de décider les choses entre eux et ensemble. Et vous, Timothy Jackson, j'allais vous dire, moi, le futur, par exemple, l'imaginaire qui est projeté par la croissance verte, c'est des villes qui s'élancent vers le ciel, des voitures électriques. La post-croissance, si on fait le contre-image, entre guillemets, qu'est-ce que ce serait? Alors, comme l'a dit Julia, c'est très tentant de dire qu'on n'a pas besoin de fermer les yeux du tout. On voit justement ce genre d'économie, on est immergé dedans ici aujourd'hui. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est sympa d'être dans cet environnement, d'être en dehors de cet environnement où on est obsédé par la croissance. Ici, on est dans un forum où il est possible de réfléchir, de parler, de prendre du recul, d'avouer
changer certaines choses, de remettre en cause, de questionner, et toujours, dans tous les cas, de garder un esprit ouvert. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi les termes que j'ai choisis. Pour moi, réfléchir quant au futur, c'est presque déjà quelque chose qui est capturé par qui nous sommes, par les systèmes dans lesquels nous vivons, par les systèmes, les structures de nos vies, nos façons d'aller travailler, nos façons de rentrer, de nous divertir. C'est capturé par notre façon de réfléchir, comment on achète, comment on travaille pour trouver l'argent, pour acheter. Ce besoin d'espace est un besoin essentiel. On ne peut pas simplement claquer des doigts et dire voilà à quoi ressemblait le monde après la croissance. On doit d'abord démarrer avec les questions. On doit remettre en compte ses propres présomptions. On doit s'interroger, j'en suis où? Quid de la société que je veux? On doit se poser les questions quant à toutes les évidences qu'on voit dans nos sociétés. Et pourquoi est-ce que c'est la meilleure façon d'aborder la question? Qu'est-ce qu'on voit quand on ferme les yeux, quand on pense à la post-croissance? C'est parce que c'est grâce à ce processus de questions que le futur, l'avenir va voir le jour. C'est parce qu'on ne sait pas à quoi ressemble le futur au départ que le futur va pouvoir se dévoiler et se dérouler par la suite. Et jusqu'à un certain point, il y a un danger, je considère, si on sait déjà ce à quoi ressemble l'avenir après la croissance. Parce qu'à ce moment-là, cela va être un produit confectionné à partir de notre existence actuelle où nous sommes enfermés dans la société de la croissance. Nous devons d'abord nous libérer et après avancer vers ce monde que nous ne connaissons pas. Fermer nos yeux pour imaginer, oui, amener ce genre d'espace où ce genre de conversation est possible, mais sans jamais vraiment savoir exactement quel est le but. Ça, pour moi, c'est une partie essentielle du voyage. Alors oui, ne pas savoir, mais essayer de savoir, ça nous amène vers la recherche. Et alors, effectivement, moi, j'étais frappé en lisant vos travaux, Julia, c'est qu'effectivement, donc vous faites maintenant partie d'un collectif de chercheurs qui vraiment s'étend, hein, on appellerait ça les degrowth studies, disons, en Europe. Il y a l'Université de Barcelone, il y a Lausanne, il y a Lund, enfin, il y a vraiment un pôle de recherche qui se constitue, à tel point qu'il y a maintenant des programmes importants de recherche qui se créent. Alors, vous co-dirigez, si je ne dis pas de bêtises, un programme qui s'appelle REAL, R-E-A-L. Alors déjà, est-ce que le nom est une taquinerie pour dire en fait tout ça est très réel? Et ensuite, est-ce que vous pouvez nous dire en fait concrètement vous cherchez quoi? C'est quoi des recherches sur la post-croissance? C'est quoi les travaux que vous essayez de produire? Alors, en effet, le REAL, c'est moi qui ai trouvé le titre. Donc le nom complet, c'est REAL. Post-growth deal, donc un deal pour la post-croissance. Et c'est en effet une taquinerie, c'est-à-dire que nous, on veut appeler la post-croissance dans la réalité, dans l'avenir de ce que nous vivons dans nos sociétés et à l'échelle de l'Europe. Et nos recherches, peut-être que maintenant je vais rentrer un petit peu plus dans le concret. Par exemple, nous voulons modéliser l'utilisation de ressources nécessaires pour que tout le monde puisse vivre bien dans un avenir assez proche, dans les décennies qui suivent, et modéliser la trajectoire du réchauffement climatique, par exemple, pour participer aux travaux du GIEC, du groupement intergouvernemental d'experts sur le climat, pour mettre en avant des scénarios qui ne seraient pas des scénarios croissantistes. Tous les scénarios jusqu'à présent ont pour base que la croissance continue. Et dans ces scénarios, la croissance et le bien-être humain ne sont pas séparés. D'ailleurs, le bien-être humain, la satisfaction des besoins, le manque de pauvreté, etc., n'est pas du tout représenté parce que l'axiome, enfin la compréhension de la réalité de ces modèles est que la croissance et le bien-être humain, c'est du pareil au même. Donc nous voulons essayer de présenter une autre possibilité de réflexion aux décideurs. Et dans ces modélisations, nous commençons avec la population humaine, nous commençons avec les distributions d'âge des différentes personnes, et nous disons, OK, les gens ont besoin de manger, ils ont besoin de combien? Les gens ont besoin d'espace de vie, ils ont besoin que ce soit chauffé ou refroidi selon le climat ou selon la saison, ils ont besoin de mobilité, de communication, etc. Donc on part vraiment des personnes tout autour de nous, tout autour de la planète, et on se dit, de quoi est-ce qu'on a besoin pour vivre bien? Comment est-ce qu'on satisfait ces besoins en utilisant les meilleures technologies possibles, le plus efficacement possible, de façon à utiliser le moins de ressources possible. Et nous avons déjà un début de modélisation qui nous permet de dire que satisfaire les besoins de tous,
tout le monde sur la planète, y compris les milliards de personnes qui sont actuellement dans une pauvreté matérielle atroce, serait possible à moins de la moitié de l'énergie que nous consommons actuellement. Donc, ça veut dire que nous ne faisons pas face à un problème de ne pas avoir assez de ressources. Nous faisons face à un problème de distribution, c'est-à-dire que les plus riches, le 10% le plus riche de la planète est responsable pour plus de la moitié des émissions de CO2. Ça, c'est déjà un gros problème. Nous faisons face à un problème de distribution et nous faisons face à un problème de mauvaise utilisation. Utiliser de l'énergie dans des voitures privées, dans des gros SUV, c'est beaucoup moins efficace que d'avoir des transports en commun ou des vélos électriques. Pour certaines personnes, on a toujours besoin de voitures, ça c'est clair, mais ce n'est pas tout le monde. Donc, si nous réfléchissons à comment faire les choses différemment, nous arrivons à des résultats très, très différents et nous pensons que c'est une réalité qu'il vaut la peine de représenter. Donc ça, c'est un de nos efforts, c'est cette modélisation. Nous réfléchissons aussi à la mise en œuvre de politiques post-croissantes dans les différents pays du Nord et du Sud global. Nous réfléchissons aussi à la démocratisation de l'économie. Et un aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aspect du travail. Alors la question c'est de combien est-ce qu'on a besoin d'heures de travail? Est-ce qu'il faut travailler plus pour mettre en œuvre la transition? Peut-être qu'à un moment il faudra travailler plus pour mettre en œuvre des infrastructures et des technologies meilleures. Ouais, peut-être à un autre moment on aura besoin de travailler moins, mais au moins de se poser la question qu'est-ce que ça représente en heures de travail, tous ces différents aspects de transformation de la société. Je vous relance tout de suite. J'imagine que quand vous dites satisfaction des besoins humains, on va définir à quel besoin on doit être chauffé, à quel niveau on doit être chauffé, etc. Tout de suite, j'allais dire, la réponse pavlovienne idiote du système sera de vous dire mais c'est vous, c'est 3 chercheurs dans un bureau qui vont décider quels sont les besoins humains. Vous, votre réponse à ça, c'est quoi du coup? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des théories des besoins humains, donc on n'a même pas besoin de se baser sur nos propres travaux, c'est pas nous qui inventons cela, nous nous basons sur des travaux préexistants. Et ce qui est magique, et là c'est une avant-première, parce que c'est pas encore publié, c'est mon incroyable doctorante Léa Thunberg qui a trouvé ce résultat, mais je pense vraiment de manière assez définitive. Ce qu'on remarque, c'est qu'on peut mesurer la relation entre la satisfaction des besoins humains et le bien-être en termes de bonheur émotionnel ou de satisfaction de vie. Et ce qu'on remarque, c'est que si les besoins humains sont satisfaits, les revenus, la croissance économique ne comptent plus pour rien. Donc, on voit ça dans les données. Ce n'est pas seulement que nous avons des idées, nous pouvons tester ces idées déjà dans la façon dont nos sociétés fonctionnent autour de nous. Donc, comme le disait Tim avant, nous pouvons constater que la croissance économique, que l'augmentation des revenus ne sert à rien tant que les besoins sont satisfaits. Donc, si nous nous orientons directement vers la satisfaction des besoins, c'est peut-être une piste plus efficace. Oui, vous voulez réagir, je pense. C'est ce qu'on appelle le paradoxe d'Easterlin, si je ne dis pas de bêtises. C'est le... Je considère que c'est vraiment une question très importante. À savoir qui doit décider quels sont les besoins humains, qui en a la légitimité. Et comme l'a suggéré Julia, quand on commence à poser cette question, d'une certaine manière, les besoins humains sont universels, mais on répond à ces besoins, on essaie de les satisfaire de façon non universelle. On essaie de décider de maintes façons comment satisfaire les gens. Aussi, si on regarde la psychologie des êtres humains, les psychologues disent bien que les besoins humains ne sont pas uniquement matériels. On a besoin d'identité, de filiation, d'un sens d'appartenance, de participation, de sens, de but dans la vie. Et je pense que c'est l'un des lieux véritablement où nos économies basées sur la croissance ont mis en exergue l'humanité. On a créé cette cage où nous avons tous signé le contrat. Parce que les économies basées sur la croissance ont besoin de consommateurs, de personnes qui veulent absolument consommer. Et peut-être que ce n'est pas la bonne façon de consommer les ressources en question. Peut-être que ce n'est pas la bonne façon de consommer toutes nos ressources énergétiques, de prendre nos bagnoles et de se barrer aux 4 coins du monde. C'est peut-être pas la meilleure utilisation d'acheter ces trucs et ces machins en permanence. Peut-être pas la meilleure façon d'utiliser nos ressources en voyant que l'idéal, c'est d'avoir tout un tas de produits qui sont livrés grâce à Amazon ou grâce à tout un ensemble de magasins en tenant compte des scénarios d'Hollywood où on devient des consommateurs immergés dans la société. Tout ça n'a pas de sens. Donc, je fais une pause.
On a vu 3 chiens différents passer, je crois, depuis tout à l'heure. C'est assez sympathique. Adorable. Sans consumérisme, sans rien, sans un petit peu de matériel pour se nourrir. Mais quand même... What was my point? I lost my point a little Alors, bit. My point quel est le point que je voulais évoquer? Je l'ai perdu un petit peu. Ce que je voulais dire, c'est que constamment, en société, nous sommes obligés de décider comment utiliser nos énergies, nos ressources, nos matériels qui ne sont pas infinis, qui endommagent le monde, qui endommagent la société, qui endommagent les gens, voire pire. Et le point que j'essayais d'évoquer est que d'une certaine manière, cela nous divise, nous, entre êtres humains. Cela nous sépare de notre humanité. On nous pousse à croire, on tente de nous convaincre qu'en réalité, nos besoins non matériels peuvent aussi être remplis grâce à ce consumérisme. Et ça, c'est une déclaration qui n'est pas vraie. Nos besoins matériels ne seront jamais satisfaits, alors que nos besoins immatériels peuvent être satisfaits, mais pas à travers ces possessions matérielles. Et nous oublions, à force d'essayer de satisfaire nos besoins immatériels avec tous ces objets que j'ai cités, nous oublions les véritables processus grâce auxquels nous pourrions accéder à nos besoins immatériels. Notre envie de contact avec les autres êtres humains, le fait de chercher à avoir une vie avec du sens, un but, de la dignité. Ces activités-là, ces besoins immatériels, pour les nommer ainsi, ne sont qu'immatériels dans une société qui reconnaît leur importance. Ces choses deviennent des besoins ancillaires par rapport au consumérisme dans une société qui utilise toute l'humanité afin de créer ce modèle basé sur la croissance qui est affamée pour les ressources. C'est la partie la plus compliquée de l'agenda pour la post-croissance. Le fait qu'il faut commencer à se libérer de ce point de vue qui nous voit et nous nous voyons comme qu'en ayant une chose à faire, c'est de consommer, point barre. Au contraire, nous devons trouver d'autres moyens de participer dans le monde pour remplir nos besoins, nos autres besoins immatériels, tout ce que j'ai dit, d'une façon immatérielle. Si je puis me permettre, en parlant de recherche, j'ai l'impression que c'est l'une des questions les plus fascinantes. Et ça ne provient pas de l'allocation des ressources ou de la prise de décision et tous ces trucs, ça vient de la psychologie de l'âme humaine. Il est important, à mon sens, de comprendre que c'est ça la tâche que nous avons négligée d'une certaine manière dans toutes les sociétés qui ont précédé le capitalisme, mais surtout au niveau du capitalisme lui-même. La tâche que nous avons est de comprendre comment remplir les besoins immatériels des êtres humains. Pour moi, c'est un besoin fondamental. Nous devons nous y engager. Nous avons l'obligation de nous y engager en permanence et de façon prolongée. Julia parle de ses recherches et nous avons fait des recherches aussi pour explorer cette question. Qu'est-ce que cela voudrait dire pour nous? Pas de dire qu'on est juste assez content parce qu'on a à peu près ce qu'il nous faut dans ce monde qui nous satisfait à peu près, mais que faire pour que nous soyons de meilleurs êtres humains, des êtres humains épanouis qui vivent une bonne vie de façon immatérielle? Quelles sont les avenues, les chemins qu'on peut créer dans nos sociétés pour créer des possibilités afin que l'existence humaine soit plus satisfaisante et pas moins satisfaisante comme c'est le cas actuellement sous le joug du consumérisme. Mais donnez-nous un exemple, par exemple, vous appelez souvent à retrouver le sens des limites. Je sais pas, un exemple très concret de ce que vous venez de dire, à savoir de ces satisfactions augmentées, disons. Est-ce que vous avez quelque chose en tête comme exemple? Il y a un exemple intéressant que j'utilise dans le livre, et l'un des paradoxes du consumérisme et que nous n'aimons pas l'idée des limites. Le capitalisme n'en veut pas des limites, ne croit pas aux limites. Le capitalisme est convaincu qu'on peut continuer d'utiliser les ressources et lorsqu'on croise un genre de limite, hop, on contourne et on trouve une autre technologie pour contourner. Le capitalisme a cette croyance comme quoi les êtres humains peuvent toujours être des ingénus, peuvent trouver des choses pour contrecarrer les limites. Mais cela nous empêche de réfléchir librement
temps et cela nie l'existence des limites physiques. Cela veut dire que nous ne nous rendons pas compte que le monde n'est pas infini. Nous sommes comme des enfants. Nous savons en réalité qu'il y a des limites. En tant qu'être humain, nous savons que nous marchons sur deux jambes et qu'au bout d'un certain temps, nous mourrons, nous ne sommes plus là. Nous savons que peut-être que nous pouvons vivre pendant 100 ans. Si on n'a pas de chance, on vit moins longtemps. Nous savons que nos vies sont limitées. Des limites nous entourent. Et pourtant, on vit dans un système qui prétend, qui fait semblant de croire qu'il n'y a pas de limites. C'est très simple. On peut repenser toutes ces choses-là. Imaginons qu'on voit les limites pas comme des contraintes sur l'existence humaine, mais comme une forme d'incentive pour nous encourager à tendre vers ce qui est possible. On peut prendre ces limites. On sait qu'on est limité. On ne vivra qu'un certain temps sur cette planète. Comment est-ce que nous pouvons exploiter à bon escient ce qui est devant nous, même dans un corps qui va finir par mourir? Manger de plus en plus, ça ne va pas nous faire vivre plus longtemps. Mais avoir de plus en plus, posséder de plus en plus, ce n'est pas une bonne stratégie non plus. Ce n'est pas ce qui va nous permettre forcément de nous épanouir. Mais il y a des stratégies et les limites peuvent nous l'enseigner. Une fois qu'on reconnaît les limites d'un monde fini, les limites du temps, à ce moment-là, on peut faire des choix qui nous permettront de capitaliser sur la vie dans le bon sens du terme. Dans le livre, je peux prendre un exemple géographique. Il y a un endroit sur la côte est de l'Angleterre où il y a toute une étendue d'eau, ça s'appelle le Norfolk Broads. C'est un ensemble de lacs et l'un des ponts qui surplombe les deux rives connecte une partie de la terre à l'autre côté. Ce pont a été construit en l'an 1300. Il n'y avait pas d'automobile, pas de gros bateaux, pas de consumérisme. Et ce pont, à l'époque, était très, très utile. Mais dans le monde moderne, ce pont est une barrière entre une partie de ce paysage et l'autre partie. Si on a, par exemple, un bateau à moteur qui utilise de l'essence, on ne peut pas passer sous ce pont. Or, on peut passer sous ce pont si on est dans un bateau à voile, on peut baisser les voiles et puis on traverse sous le pont et on remonte les voiles. Et là, vous rentrez dans un monde de tranquillité qui ne peut pas être égalé partout dans cette partie du pays, en partie parce que ça ne peut pas être accédé par ces gros bateaux à moteur. C'est un exemple criant, c'est une analogie, c'est une façon de penser aux limites, les limites qui peuvent nous servir d'enseignement comme guide sur ce que nous pouvons faire pour dépasser les limites, pour transcender les limites, pour passer. Si on passe en dessous de ce pont sans le bruit et la culture du consumérisme, dans nos vies, on peut faire la même chose. Mais seulement si nous commençons à concentrer nos énergies, nos ingéniosités, nos attentions aussi sur toutes ces choses qui sont sans limite dans l'âme humaine. C'est à ce moment-là qu'on peut commencer à trouver des lieux où on pourra transcender le consumérisme, où on pourra tendre vers un bonheur, un bien-être autre. Alors, donc moi je traduis ça dans ma tête en contrainte créative, c'est un peu ce que vous dites, effectivement on a une limite qu'on va essayer de rendre féconde. J'ai envie de vous demander, Julia, vous dans vos travaux sur la sécurité sociale, la protection sociale, parce que c'est une des grandes critiques qui est faite à la décroissance. On va vous dire, vous nous parliez tout à l'heure de réduction du temps de travail, ça veut dire moins de cotisations, ça veut dire comment est-ce qu'on finance notre modèle de retraite, de chômage, etc. Enfin, voilà, c'est une des grandes critiques qui est faite à cette idée de décroissance. Alors vous, comment est-ce que vous abordez cette question d'assurer une forme de protection sociale, de sécurité sociale, dans un monde où on se on se désajusterait de la croissance économique? Alors, je pense que c'est une bonne question. D'abord, moi, j'ai pas parlé de réduction du temps de travail, j'ai parlé de comptabilité, d'essayer de comprendre de combien on aurait besoin, parce que moi, je suis pas sûre que c'est possible. Dans un premier temps. Vous nous vendez pas du rêve, en fait. Il va falloir travailler plus pour gagner moins. En tout cas, travailler différemment. Je pense que c'est... je sais pas. Moi, j'aimerais bien... Je pense que c'est une bonne idée de travailler moins si on peut. Il n'y a pas besoin de travailler plus que besoin. Je pense que la question de quel genre de travail, de quel genre d'activité... Il se trouve que les humains... Je suis d'accord avec Sam, il faut réfléchir de quoi est fait l'humain. Les humains n'aiment pas l'oisiveté. On aime le repos.
on aime de temps en temps s'amuser, mais on est souvent le mieux quand on est en train de s'occuper à faire des trucs intéressants dans la vie autour de soi, en train de s'occuper les uns des autres. Donc, je pense qu'il faut aussi réfléchir à l'activité productrice et reproductrice dans nos sociétés comme quelque chose de social, comme quelque chose de choisi et pas simplement du travail salarié. Ça, il faut aussi y réfléchir différemment. Mais c'est vrai que si on vous dit du jour au lendemain, vous n'avez plus le droit de rien faire, qui n'a aucun sens pour quelqu'un d'autre, parce que vous ne travaillez plus, vous allez vous sentir très très mal assez rapidement en fait. Donc la question du travail, de combien d'heures on doit passer pour réussir à avoir une société post-croissante, pour moi, c'est une question ouverte. On va pouvoir y répondre, j'espère, d'ici tantôt, mais on n'y est pas encore. Donc, invitez-moi dans 2 ans, je vous dirai. Ou l'année prochaine, même, peut-être qu'on aura déjà des résultats. Mais je pense qu'il faut poser la question sous la forme de quelles sont les priorités de l'économie, ou les priorités de notre société, en fait. Il y a certains secteurs qu'il faut absolument protéger. Il y a un collectif de recherche assez intéressant en Europe qui s'appelle la Foundational Economy, l'économie de la fondation. Quels sont les socles, les parties les plus importantes pour nous, pour notre survie et puis notre sécurité. Par exemple, l'électricité, l'eau, les transports en commun. Il y a certains aspects, par exemple, on a vu pendant le Covid, on a vu ce qui était important ou pas, les secteurs de toutes les filières de l'alimentation qui sont très importantes. Donc, il y a des priorités. Et les priorités, il faut que nos économies soient orientées vers ces priorités. Et la sécurité sociale fait partie de ces priorités. Ça, c'est clair. Ensuite, la question, c'est de combien est-ce qu'on a besoin. On sait que pour les ressources, on a besoin de beaucoup moins que ce qu'on consomme actuellement. On pourrait faire les choses très différemment, de manière beaucoup plus efficace, si on se concentre sur ces priorités d'abord. Ensuite, la question, c'est de quels moyens est-ce qu'on a besoin pour pouvoir investir dans ces secteurs qui sont vraiment les socles de sécurité physique et sociale de nos sociétés. Et là, la réponse, c'est certainement pas une où l'économie de la croissance a les réponses. Nous avons étudié, par exemple, au Royaume-Uni, où j'ai travaillé avant, la privatisation des secteurs de l'eau, de l'électricité, des transports en commun, parce que sous Thatcher et depuis, tout est privatisé, en gros. Il y a un certain retour en arrière pour certains trucs, mais c'est mineur. Donc, tout est privatisé et on peut se rendre compte qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte plus cher aux consommateurs, ça coûte plus cher au gouvernement, parce que le gouvernement s'est laissé complètement avoir dans des espèces de contrats qui frôlent ou font plus que de l'arnaque. Donc les gouvernements payent beaucoup plus, payent les dettes par exemple de ces compagnies, et les services, le niveau de service est diminué. Donc en fait, on est perdant sur toutes les lignes possibles, imaginables. Donc avoir les secteurs dont nous dépendons le plus pour la sécurité sociale qui sortent de la logique de la croissance et des profits, de l'accumulation des profits, c'est quelque chose qui nous permettrait d'avoir plus de sécurité sociale en fait. Donc nous savons que l'économie croissantiste ne nous sert pas dans ces domaines et qu'il faut de toute façon avoir une autre logique. Et ça, je pense qu'on y arriverait beaucoup mieux sans devoir se plier à ces contraintes. Donc ça voudrait dire décider, on estime qu'il faut que, je sais pas, je dis n'importe quoi, tant de personnes et tant de kilowattheures par année assurés, tant de mètres carrés pour pouvoir vivre. Et il y a une espèce de distribution comme ça, j'allais dire quasi une planification, on peut dire ça comme ça. Alors ça, c'est quelque chose qui existe déjà dans certains pays. Il y a quelque chose qui s'appelle des lifeline tariffs, c'est-à-dire par exemple... mais de manière plus générale, avant de rentrer dans ces détails-là, il y a des programmes dont la post-croissance, ou ça fait partie des politiques de la post-croissance, on va dire, qui s'appellent les besoins, les services. Universal Basic Services, c'est les services de base universels, c'est-à-dire que tout le monde devrait avoir accès, simplement parce qu'on existe dans cette société, à des services de base universels en termes de logement, en termes de communication, en termes de transport, en termes d'électricité, en termes d'eau, de nourriture, etc. C'est-à-dire qu'on a un minimum garanti pour tout le monde et ensuite avoir. Donc on s'organise par rapport à ces fondations. Et ça, je pense que c'est quelque chose de tout à fait possible. La question, c'est comment est-ce qu'on le met en œuvre. Par exemple, pour l'électricité ou l'eau, c'est quelque chose qui est mis en œuvre à travers ces lifeline tariffs, c'est-à-dire on a droit chaque ménage a droit à un certain nombre de litres ou de kilowattheures par mois, mettons. Et puis après, commence à payer beaucoup plus le kilowattheure ou le litre.
Et donc ça, c'est quelque chose qui est dans la pratique pas du tout difficile dans ce sens-là. On pourrait dire que c'est une forme de rationnement. Est-ce que ce terme-là vous fait peur ou pas? C'est-à-dire que vous dites, bon, je sais pas, moi, vous avez le droit à tant de kilomètres en voiture par an, pas plus, et donc... Alors, le rationnement, c'est quelque chose, c'est une limite par le dessus. Là, c'est une limite par le dessous. Ça veut dire que dans cette société, nous n'admettons pas que les personnes soient dans une pauvreté ou en manque de santé, des conditions matérielles qui leur feraient du tort dans leur santé physique ou mentale. Donc, on assure un minimum. Donc, c'est un minimum assuré. À partir de ça, on commence à payer. Peut-être qu'il devrait y avoir une limite maximum. Mais la limite maximum, elle devrait être fixée ailleurs, en lien avec les limites planétaires. Donc, c'est pas un rationnement supérieur, c'est un rationnement inférieur. Et Tim Jackson, je ne sais pas si vous voulez réagir à ça, mais vous avez beaucoup, vous êtes passé dans plein d'institutions. Vous racontiez que vous étiez récemment, il y a quelques mois, avec Bill Gates et puis c'était Bruno Le Maire, le ministre des Finances en tout cas. Vous, quand vous leur dites ça, ou quelque chose d'approchant, je ne sais pas si c'est exactement ce que vous dites, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Chose très intéressante, lorsque j'ai travaillé au sein d'une commission, c'était à l'époque où on parlait des émissions de carbone, où il fallait rationner, où il fallait mettre en place des tarifs. La tarification du carbone, c'était sur l'agenda. Et il y a eu un programme de recherche pour analyser toute cette idée, qu'est-ce que cela allait vouloir dire, si ça pouvait être mis en pratique, et les politiques l'ont jeté à la poubelle. Et je pense que Julia a tout à fait raison. D'une certaine manière, nous savons que les ressources sont limitées. Nous savons pertinemment que nous consommons de trop dans nos économies. Nous savons que les riches consomment beaucoup plus de ressources qu'ils ne le devraient. Et nous tous, ici, nous devrions certainement nous compter dans cette catégorie et voir comment diminuer notre utilisation. Est-ce qu'on va le faire de façon volontaire? C'est une question pragmatique. Et la réponse est non. Il faudra une forme de rationnement pour répondre à cette question. Ce sera peut-être très compliqué, très difficile sur le plan politique, mais ce n'est pas quelque chose que nous devons rejeter. Est-ce que Bill Gates dirait non, pas question? Oui, il dirait non, pas question. Et soit dit en passant, cette histoire nous ramène à la question du langage et la décroissance par rapport à la post-croissance. Je fais référence à l'événement Rémi que vous avez mentionné. J'ai reçu une invitation de la part du ministère de la Finance pour participer à une conférence sur la croissance et sur le climat. Je crois que c'était en décembre de l'année dernière, à peu près. Et lors de cette conférence, sachez qu'on m'y avait invité, et donc moi je me suis dit, on va me proposer de parler de la post-croissance. Or, le tout premier discours a été prononcé par le ministre, qui nous a souhaité la bienvenue très gentiment, et puis il a fait un discours de 10 minutes où il a raillé à 100% la décroissance. J'étais là, au premier rang, j'avais Bill Gates juste à côté. Je ne connais pas le point de vue de Bill Gates, mais lui, il faisait ça de la tête pendant que le ministre parlait des dangers de la décroissance. Et j'avais l'impression que ce ministre sur scène, c'était comme s'il me regardait tout en parlant de la décroissance comme étant quelque chose rempli d'ignards, des radicaux dangereux qui allaient détruire la société, et qu'en France, nous savons pertinemment que nous pouvons nous en passer sans même nous poser la question du mythe de la croissance. La croissance, c'est notre étoile que nous allons suivre. Et au départ, j'étais un petit peu ébahie. Je me disais, oh mince, on m'a invité. Moi, je pensais que j'allais pouvoir parler de ce sujet. Et puis, je me suis souvenu qu'en fin de compte, les ministres en Angleterre, ils en avaient fait un jeu quasiment au sein du ministère. Ils invitaient les Français, par exemple, à des réunions, et puis ils les incitaient, ils les injuriaient. Et donc, je me suis dit, peut-être que c'est juste un peu de revanche. Mais effectivement, j'ai pu parler de la décroissance. J'ai eu la conversation. Mais malheureusement, à ce stade-là, et le ministre et Bill Gates avaient quitté la salle. Mais j'ai pu mettre en exergue que la décroissance est bel et bien un concept français francophone. Cela trouve ses origines en France. Mais voilà, en France, on est très avancé dans les théories. Mais c'est un exemple que tout public intelligent devrait prendre à bras-le-corps. On devrait remettre en cause les politiques qui ne sont pas forcément les politiques que nous voulons. Peut-être que le
rationnement. Le mot, le langage nous met mal à l'aise. En revanche, l'idée en tant que telle peut potentiellement, au moins en théorie, être quelque chose qui devrait être sur la table. Du rationnement formel ou des obligations d'un certain type ou des systèmes de distribution basés sur les revenus, par exemple, ou est-ce qu'il s'agit de services de base tels que Julia l'a décrit? Toutes ces choses constituent une partie essentielle de l'architecture d'une gestion de la société dans un monde de post-croissance. Et puis, il y a une autre partie. Je vais être très bref parce qu'il y a un autre secteur et je pense que cela nous renvoie vers ce que disait Julia. Et votre question, Rémi, quand vous avez parlé du travail, du type de travail qu'on devrait faire dans nos sociétés, un secteur clé dans notre société qui est très très mal géré, c'est le secteur de la santé. Toute cette idée de santé avec un S majuscule est très mal gérée au sein de nos sociétés. Souvenons-nous, nous vivons dans un monde où les 3/4 des citoyens de ce monde meurent de maladies, des maladies à cause de leur style de vie. Les 3/4 des personnes sur cette terre meurent à cause de leur style de vie. Et toutes ces maladies sont le résultat direct du fait que les gens ont ingurgité des aliments qu'ils ne devraient jamais avaler. Et tout cela est justifié grâce à la croissance visée par le secteur de l'industrie agroalimentaire. Peu importe que ça nous rende tous malades, parce qu'il y a un autre secteur qui s'appelle le secteur pharmaceutique, qui aussi vise la croissance et qui a une pilule pour chaque problème que nous avons, chaque maladie, parce qu'on a bouffé de la merde. Ils ont une solution à chaque fois. Pas ici, je suis ravie de le dire. Voilà, je pense que c'est très bien d'applaudir toutes les personnes qui ont cuisiné ici. Merci beaucoup de m'avoir permis de manger d'une façon qui est rare désormais dans nos sociétés. Mais si vous pensez à la santé de cette manière, si vous pensez à la façon dont la santé a été corrompue, vous allez arriver devant une idée très intéressante parce que la santé en tant que concept est fondamentalement différente de l'idée de la croissance. Quand on pense à la croissance, on pense à de plus en plus, toujours à un niveau plus élevé. Ce ciel magnifique où nous allons pouvoir manger encore plus. Faire encore plus de profit. Or, lorsqu'on pense à la santé, ce n'est jamais le cas. Bien sûr, il y a la malnutrition. Il y a quasiment 2 milliards de personnes qui ne reçoivent pas la nutrition qu'il leur faut et qui sont mal nourries. Mais le nombre de personnes qui souffrent de maladies parce qu'ils ont trop ingurgité de produits dépasse très largement les personnes qui sont malades parce qu'ils ne mangent pas assez. Et c'est fondamental. On ne pense qu'à la croissance. On ne pense jamais au point d'équilibre, au point médian. Et c'est ce point médian, ce point d'équilibre qui est absolument essentiel pour l'organisme, pour le corps, lorsqu'il s'agit vraiment d'obtenir la santé. Nous vivons dans une société qui vise le plus la croissance en permanence. Et pourtant, nous avons des organismes qui ne peuvent bien vivre que si on prête attention à l'équilibre de l'environnement interne. Paul Bernard, le français, a identifié cela, le milieu intérieur du corps et son importance. Ça, c'est un processus où nous sommes intimement, viscéralement engagés tous les jours en tant qu'organisme. Et cela va totalement à l'encontre du système social que nous avons mis en place pour organiser nos sociétés. Quand on commence à penser avec ces termes conceptuels, on s'ouvre l'esprit, on pense différemment. L'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, mais également nos propres réponses et nos propres responsabilités pour notre propre santé physique. C'est à ce moment-là qu'on commence à se dire, tiens, cette possibilité nous est volée parce que nous vivons dans des sociétés où nous avons du mal à vivre dans des sociétés comme on vit ici à Urigny. La malbouffe nous est vendue et il y a des gens qui surfent sur la tragédie qui est créée par ces process où on fait développer l'économie aux dépens de la santé des citoyens. C'est un problème absolument énorme, tellement intense qu'il y a un besoin, un si grand besoin d'enseigner aux politiques, aux enseignants, à tout le monde, aux dirigeants des sociétés pharmaceutiques,
où il faut les réguler, les criminaliser, il faut les mettre sous le feu de la rampe pour tout ce qu'ils font. Il faut transformer notre façon d'analyser ce que nous avons besoin de faire afin de nous rendre dans un lieu sûr où on peut vraiment commencer à penser à la post-croissance. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ce qui a été dit, mais juste dans ce que vous venez de parler des profiteurs, enfin de la logique du profit. Alors souvent, une des critiques qui a été faite à la décroissance depuis, disons, une veine plus marxiste, c'est de dire, en fait, vous avez tendance à sous-estimer ou à ne pas parler assez de questions de lutte des classes, de profit, d'intérêt, etc. Est-ce que du coup, je crois que vous vous définissez assez clairement comme anticapitaliste. Est-ce que quel est votre discours là-dessus? Est-ce que vous vous dites effectivement, en fait, c'est clairement, c'est pas juste effectivement une transformation interne où voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus radical et fort derrière, une dynamique à casser? Alors, je pense qu'il y a quelque chose de justifié. Dans toute critique, d'habitude, il y a quelque chose de justifié. C'est vrai que le domaine de l'économie écologique ne prenait pas assez au sérieux les questions de pouvoir, de relations sociales de pouvoir à l'intérieur d'une économie, c'est-à-dire entre les chefs d'industrie et les travailleurs, etc. Et c'est vrai que l'analyse marxienne d'une économie où les liens de pouvoir ne sont pas égaux et où pas tout le monde peut le même pouvoir de prise de décision n'était pas pris assez au sérieux. J'ai eu la chance de travailler avec certaines des personnes qui ont vraiment essayé de rectifier le tir. Et donc nous considérons, je pense que beaucoup de personnes dans le domaine de la décroissance et de la post-croissance ont pris ces critiques au sérieux et veulent penser l'économie non seulement en termes de flux monétaire, financier, de matière, d'énergie, c'est-à-dire de comprendre la machine, mais de comprendre en termes d'inégalité de pouvoir, de politique, d'économie politique, et se considère des fois, enfin moi j'adopte assez facilement l'étiquette éco-socialiste, ça me va. Parce que je pense que j'ai une vision justement socialiste des liens de pouvoir à l'intérieur de l'économie qui mènent à l'inégalité, qui mènent à l'exploitation. Et on voit cette exploitation non seulement en termes sociaux, mais aussi en termes écologiques. Que nous avons une surexploitation de notre environnement avec les dégâts qui s'en suivent. Je me permets de revenir sur ce qu'a dit Tim avant. J'avais juste deux points à amener que je trouve amusant peut-être. Alors en termes de santé, moi j'ai beaucoup travaillé justement sur les indicateurs de bien-être. On n'en a pas 1100 au niveau international, on en a de plus en plus, mais un indicateur qu'on a depuis pas mal d'années, depuis des décennies, c'est l'espérance de vie au niveau international. Et alors je me suis amusée à essayer de calculer la croissance. On a une augmentation malgré toutes les maladies auxquelles nous faisons face, on a une augmentation, enfin jusqu'au Covid, pardon, on avait une augmentation de l'espérance de vie au niveau international, et c'est beaucoup. C'est quelque chose, même dans les pays où l'espérance de vie est déjà haute, c'est de l'ordre de 2-3 mois par année. Et ceci depuis l'année 1900. Donc chaque année, félicitations, vous vivez plus longtemps. Voilà. C'est un truc assez incroyable. Alors la question, c'est on a une croissance économique, on a une augmentation de l'espérance de vie. Statistiquement, combien est-ce que la croissance économique peut expliquer la croissance de l'espérance de vie internationalement depuis environ les 50 dernières années? Et la réponse, c'est qu'elle peut expliquer autour de 25%. Ce qui est vachement peu. Je m'exprime comme une Suisse. C'est-à-dire que la croissance économique ne permet même pas d'expliquer statistiquement l'augmentation de l'espérance de vie. Donc c'est clair qu'on fait face à des choses complètement différentes. La croissance économique et la santé humaine sont découplées dans la réalité qui nous entoure déjà. L'autre point, c'était par rapport à Bill Gates. Bill Gates, il est tellement sûr qu'il n'est pas d'accord avec la décroissance. C'est parce que Bill Gates, c'est un des grands criminels climatiques. C'est un milliardaire. Son argent et son entreprise font partie des collaborateurs avec les énergies fossiles. Ils ne sont pas du tout découplés de cela. Son style de vie est absolument extravagant. Il a un jet privé qu'il utilise un jour sur deux. Et c'est pas un tout petit jet privé, genre un vélo du ciel, c'est un gros machin. Et puis le problème pour Bill Gates, c'est qu'il ne peut pas vivre comme Bill Gates dans un monde décroissant.
C'est ça son problème avec la décroissance, c'est que lui, il se considère comme un des perdants. Et du coup, il a écrit tout un bouquin sur le réchauffement climatique pour dire que nous n'avons pas les technologies nécessaires pour agir sur le réchauffement climatique, qu'il faut aller dans la direction du développement des technologies, autrement on ne va jamais y arriver. Et ça, c'est des bobards, ce sont des mensonges. Nous avons toutes les technologies nécessaires pour agir sur le réchauffement climatique, pour autant que personne ne vive comme Bill Gates. C'est ça le malheur de Bill Gates. Voilà. Et soit dit en passant, il fait la même chose dans le domaine de la santé. Alors si on prend un autre exemple, l'industrie automobile allemande, j'ai une petite rupture de rythme, mais vous avez travaillé sur, effectivement, je pense que c'est un bon cas d'école. Parce que là, on a un peu les grosses masses. On a la fierté de la voiture, on a le réseau urbanistique qui fait que c'est difficile de s'en passer, on a les constructeurs qui font qu'il y a des gens qui sont employés dans ce secteur-là. Bon, concrètement, comment est-ce que sur l'industrie allemande de la voiture, qu'est-ce qu'on fait? Là, le discours de Bill Gates et de la croissance verte de façon générale, c'est dire on remplace tout par l'électrique, ce sera merveilleux. Est-ce que c'est ça le chemin? Et si c'est pas ça le chemin, comment on fait pour se désaxer de cette voie? Alors, merci pour cette question, Rémi. Alors, ça a été un des grands sujets sur lesquels on voulait se pencher. Dans nos recherches, dans mon équipe, c'était justement la compréhension de comment s'est mise en place la dépendance automobile. Alors, en gros, on s'est posé la question, le produit industriel du dernier siècle, c'est pas la voiture, c'est la dépendance automobile. Comment est-ce que cette dépendance a été créée? Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est pas du tout un secret, c'est pas du tout une conspiration, c'est pas du tout caché, c'est que l'industrie automobile a fait en sorte qu'on construise des villes, qu'on construise des infrastructures, qu'on construise des façons de vivre et une culture qui est centrée autour de l'automobile. Donc l'industrie automobile se présente comme la victime. Ah, les gens achètent des voitures, c'est pas de notre faute. Mais eux, ils ont tout fait pour que énormément de monde sur la planète ne puisse pas vivre sans voiture. Certaines personnes ne peuvent pas vivre sans voiture parce qu'elles ont soit un travail où elles doivent transporter des équipements et se déplacer beaucoup, ou qu'elles sont handicapées, ou je ne veux pas dire qu'il n'y a pas certaines catégories de la population qui n'ont pas besoin de la voiture. La voiture est un besoin pour certaines personnes. Pour la plupart du monde, c'est un empêchement à nos besoins. En termes de santé, il ne faut pas oublier que l'industrie automobile, il ne faut pas que je dise des bobards, c'est la pollution atmosphérique liée aux énergies fossiles, c'est environ 8 millions de morts par an au niveau global, dont presque la moitié sont liées à l'industrie au transport automobile. En Europe, c'est quand même des dizaines et dizaines de milliers de morts par année, peut-être 100, 200 1000 morts par année. Donc cette industrie est littéralement en train de nous tuer. Et nous payons des subsides, nous payons du pétrole, nous payons des paiements pour les voitures, parce que la dépendance automobile, maintenant, c'est aussi une question financière. C'est-à-dire qu'ils ont des nouveaux produits financiers, de leasing, etc., qui rendent les gens financièrement dépendants à leur voiture à travers des mécanismes de dette. La question de comment est-ce qu'on s'en sort, pour moi, une des premières questions, c'est il faut comprendre à quoi on fait face. Il faut d'abord qu'on se rende compte que ce n'est pas un choix de consommateur, que ce n'est pas un choix démocratique de vivre de cette manière, que nous aurions d'autres choix à faire, et que la voiture, c'est un petit peu comme le tabac. Donc le tabac, c'était le choix du consommateur. Les gens, ils veulent mourir du cancer du poumon. Tout le monde en France, si on avait cette assemblée il y a 30 ans, tout le monde, on avait une espèce de nuage autour de nous, tout le monde serait en train de fumer parmi. Mais nous avons appris que l'industrie du tabac a utilisé le fait que la dépendance à la nicotine fait de nous des clients captifs. Et une fois qu'on a compris ça et qu'on a compris que cette industrie voulait notre mort via notre argent, on a décidé de se détourner, de faire les choses autrement. Nous pouvons faire pareil. Nous avons d'autres moyens de vivre autres que la voiture. Par exemple, les transports en commun. Ce qui est intéressant avec les transports en commun, c'est que si on regarde une infrastructure voiture privée versus transport en commun, le nombre d'emplois est presque le même. Peut-être qu'il y en a peut-être même presque plus dans les transports en commun. Par contre, politiquement, ils sont moins défensibles car ils sont plus diffus dans la population. L'industrie automobile, c'est beaucoup d'emplois, certes, mais il y en aurait d'autres.
avec d'autres alternatives. Mais ce qui compte politiquement, c'est que ce sont des emplois concentrés régionalement. Et ce qui fait que cette industrie a la main mise sur des régions entières qui ensuite essayent de défendre cette industrie. Mais nous aurions d'autres façons de faire. Nous pourrions aller vers la construction de plus de transports en commun ou d'autres infrastructures de transport. Je pense à la micromobilité électrique qui marche archi bien. Mais la question de se défaire de la voiture reste une question politique parce que ces industries sont vraiment implantées dans nos prises de décision. C'est-à-dire que nous payons des subsides monstrueux via nos impôts pour garder ces industries actives et existantes. Et ça, c'est aussi une question à se poser. Est-ce que nous voulons utiliser nos ressources publiques pour soutenir ces industries ? Donc, beaucoup de questions à poser autour de ça. Mais je pense que ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la dépendance automobile n'est pas un choix, qu'elle est le résultat d'un siècle d'interférence et de capture d'État de cette industrie envers nos sociétés. Je sais pas si vous voulez... sinon, ma question, c'est, vous dites c'est un siècle de dépendance. C'est un peu toute la question de votre travail. C'est, face à cette dépendance structurelle gigantesque, espèce de nœud gordien difficile à trancher, par où on commence et comment on fait? Vous dites, effectivement, il y a le sociologue allemand Hartmut Rosa qui parle souvent de stabilisation dynamique. Il dit qu'en fait, on est dans des sociétés qui ont besoin de croître pour se stabiliser. Et tout est organisé autour de ça. On parle souvent, par exemple, de la création monétaire qui, en fait, projette forcément un avenir de crédit et de croissance économique. Vous, comment vous répondez un peu à la question de, j'allais dire, c'est pas une question de désabusé, mais c'est tellement immense, c'est tellement gigantesque. Comment est-ce qu'on fait ça? Et je mentionne juste au passage que je crois que vous avez signé tous les deux un papier dans Nature en 2022, qui est un peu que je vous conseille d'aller regarder, qui est un peu une espèce de feuille de route de ce qu'il faudrait commencer à travailler. Je pense que la première chose à dire, et ceci me ramène à ce que disait Julia par rapport à notre addiction pour les automobiles, la croissance, c'est aussi une addiction ou une dépendance qui vit à l'intérieur du système lui-même. Notre système de retraite, par exemple, dépend de la croissance, notre système de santé aussi, le système financier aussi est basé sur ce concept de croissance. Les services que nous prodiguons au niveau de la sécurité sociale pour apporter du bien-être au niveau les plus basiques, cela aussi dépend de la croissance, de l'augmentation du chiffre d'affaires, du revenu qu'obtiennent les gouvernements au sein de l'économie pour pouvoir dépenser de l'argent sur la santé de la population. Donc, d'une certaine manière, la tâche la plus difficile, et on travaille beaucoup là-dessus au sein du centre de recherche où je travaille, et de réfléchir à ces différentes formes de dépendance de façon structurelle. Comment les déballer, les mettre en avant? Pourquoi est-ce qu'on les trouve de telle ou telle manière dans nos économies? Comment est-ce qu'on peut les déconstruire pour reconstruire autrement? Parlons des soins sociaux. Le gouvernement est responsable du bien-être, du soin social des personnes plus âgées, des personnes handicapées, des personnes jeunes qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Et le système de soins actuellement, surtout en Angleterre et aux États-Unis, peut-être un peu plus qu'en France, en règle générale, au sein des économies libérales, qu'est-ce qu'on fait? On privatise la livraison de ces soins sociaux. C'est le marché qui s'en occupe. Et ainsi, on dit, mais c'est parce que le marché est plus efficace pour allouer les ressources, pour apporter le care, les soins. Au niveau local, peut-être qu'il y a un peu de vérité, mais qu'est-ce qui se passe quand on privatise une activité telle que les soins sociaux? Cela veut dire qu'on invite un ensemble de capitalistes à obtenir un retour garanti sur leur argent. Et qu'est-ce qui se passe quand vous prodiguez des soins de santé à travers des organisations privées? Les salariés dans ces organisations sont très mal payés. La qualité commence à être de moins en moins bonne. Et ce sont les citoyens en bout de chaîne qui souffrent. Le gouvernement ne prodigue pas la qualité de soins qu'il voulait au départ. Donc ça, c'est une architecture qui, au départ,
a l'air d'être absolument affreuse parce que la population vieillit, les besoins de la population ne vont jamais disparaître à 100%. Effectivement, le gouvernement a la responsabilité de s'occuper des gens quand ils ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes. Et comment le financer? C'est à travers la croissance dans l'économie, en augmentant les impôts pour avoir l'argent qu'il faut pour aider toutes ces personnes qui sont malades avec les maladies que l'économie de croissance a causées. Et donc, c'est en réfléchissant aux problèmes de cette manière, de façon détaillée, qu'on pourra identifier les solutions. Et très souvent dans nos travaux, et Julia pourrait dire la même chose, je pense, on nous pose la question, comment est-ce que vous allez financer tout cela? Comment est-ce que vous allez financer le système social? Lorsqu'on suit le fil de l'argent, on voit que le gouvernement dédie de plus en plus d'argent à ces sociétés privées qui ne s'occupent pas des gens, mais qui encaissent l'argent. Les bénéfices de ces entreprises ne restent jamais dans le pays en question. Souvent, les sociétés holding sont dans des pays qui abritent l'argent et l'argent qui devrait être dépensé sur les citoyens dans un pays, cet argent est aspiré vers un autre pays et ainsi cet argent se termine dans les poches de gens qui ne payent même pas d'impôts dans le pays en question. Ça, c'est le genre de structure qu'on arrive à démêler lorsqu'on cherche à répondre à cette question, comment financer les soins de santé. D'abord, on cesse de donner de l'argent à ces sociétés privées qui ne payent pas d'impôts et qui réduisent automatiquement les salaires des infirmiers et infirmières qui sont chargés du soin. Idem pour les médecins, idem également pour leur capacité à s'en mettre plein les poches. Je ne dis pas que ce soit le cas à 100% et que ce soit la réponse à toutes les questions posées, mais cette façon de déconstruire le problème est au cœur de la recherche de solutions, à mon sens. Et on nous dit que nous dépendons de la croissance, qu'il y a une raison pour laquelle nous sommes accros à cette structure. Or, cette structure, quand on l'étudie, on peut avoir l'impression que la structure est totalement dysfonctionnelle, mais quand on regarde le système qui est imbriqué dans cette structure, on découvre des choses. Peut-être que ça fonctionne pour les gens qui profitent du système, et ces gens-là ne sont pas les personnes qui souffrent. Et ceci me ramène au point évoqué par Julia, à savoir, est-ce qu'on appelle ça le socialisme économique, le néo-socialisme? Est-ce qu'on critique le socialisme, le capitalisme? Peu importe. À la base, il faut ouvrir les yeux quant aux dynamiques du pouvoir. Nous, on est bien intentionnés, on veut créer un nouveau monde, mais si nous ne tenons pas compte de ces dynamiques-là, nous ne serons jamais efficaces. Les structures addictives sur lesquelles ou duquel nous dépendons tous, ce sont des structures qui sont avantageuses à une minorité et c'est cela qui casse le bien-être de la majorité. Alors, je crois qu'on approche de l'heure 15, que je vois qu'Emmanuel s'est mis à l'endroit prévu pour me signaler qu'il fallait qu'on réfléchisse aux questions. Donc, je voulais vous demander, pour la question qu'on d'habitude nous pose au début, à savoir sur la croissance verte, est-ce que c'est vraiment impossible? Mais du coup, on va la laisser là, et peut-être que quelqu'un voudra la poser. Et je pense qu'on va faire... il y a un monsieur devant qui lève la main, on va faire passer un micro. Merci. Croissance... En dehors du système économique, c'est un mot qui est quand même sympa, ça veut dire la vie, etc. C'est pas très négatif. Je pense après les derniers 2 jours, et pourquoi pas la contre-croissance plutôt que la décroissance ou la post-croissance. Est-ce qu'on peut, parce que les deux, j'entends dans vos 2 discours quelque chose qui rapproche la contre-croissance, c'est-à-dire est-ce qu'on peut croître autre chose que la richesse? On peut croître les joies, le bien-être, la paix, je sais pas, croître des plantes, des arbres. Alors peut-être on doit passer on doit nommer ça la contre-croissance qui est actuelle, qui est ce qu'on fait ici, je crois. Elle part pas, c'est pas après. Je sais pas qui veut. Merci pour cette suggestion, mais j'aime bien cette idée de contre-croissance. En fait, pour finir, quel que soit le terme qu'on utilise, on est de toute façon obligé de l'expliquer. Et vous avez raison, la décroissance ou la post-croissance, ça correspond à la croissance de certaines choses, de certains secteurs, de certaines activités.
et à la décroissance ou même à la disparition, disons-le carrément, de certaines industries, de certains secteurs, de certains types de consommation de production. Donc de toute façon, on est obligé un petit peu d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et puis je pense que contre-croissance, c'est peut-être une façon intéressante de le réfléchir. It's a very good question. Effectivement, c'est une très bonne question. To me, it's sort of at some level, I totally agree. Why Alors, not just à un talk certain about niveau, a je suis different totalement kind of growth? d'accord. Pourquoi ne pas penser seulement à une autre sorte de croissance? Mais quand on pense à la croissance et au rôle de la croissance dans notre langue, notre langage, on parle de la croissance des plantes qu'on plante. C'est très bien puisque ça nourrit le monde. La croissance de nos enfants. La croissance de nos enfants, c'est une bonne chose parce que sinon nos enfants vivraient des vies à moitié, ils ne seraient pas des adultes accomplis. On peut même penser à la croissance spirituelle, la croissance dans le sens spirituel. Et là, je pense qu'on peut même parler de métaphores qui nous permettrait de parler de la croissance différemment. Mais derrière tout ça, il y a une question intéressante. Pourquoi donc, comment ça se fait? Est-ce que nous avons pu aligner toutes ces bonnes idées sur la croissance en parlant de l'économie et la croissance? Qu'est-ce qui a été confisqué et volé? Les bonnes idées, les choses qui peuvent croître, tout cela a été transformé dans un modèle économique qui n'est plus aligné avec cette bonne idée de croissance au départ. Et ceci nous ramène à la solution. Oui, j'applaudis l'idée de penser à la croissance différemment, mais vous allez aussi trouver beaucoup de personnes qui pensaient différemment à la croissance, mais ils parlent d'investir dans l'énergie nucléaire, les véhicules électriques ou tout un tas de choses qui vont quand même permettre à l'économie de croître tel que ça n'a pas cru jusqu'à maintenant et on ne quitte pas le modèle actuel. Et ça, pour moi, c'est compliqué. C'est comment cadrer les choses. C'est une question sociale vitale. Il y a certaines choses où nous allons vouloir de la croissance. Il faut une croissance dans la compréhension du problème. Et même le langage de la croissance, parfois, je trouve qu'il faut s'en méfier. Cela peut nous mener sur le chemin du danger. Je crois qu'il y a une question juste ici. Oui, bonjour, merci. Je crois que c'est un peu lié à la question précédente, en fait. Vous avez évoqué les besoins et le sujet de la satisfaction des besoins. Et vous avez évoqué Julia Steinberger, une de vos doctorantes qui travaille là-dessus, donc peut-être que vous avez une partie de la réponse, mais ce que je trouve un petit peu dérangeant dès qu'on ouvre ce sujet, c'est que c'est très difficile de ne pas avoir une vision sociale du sujet. C'est-à-dire que, si je donne un exemple très concret, mais... moi, je vais dire, oui, mon besoin de loisir, je peux le satisfaire en lisant un bouquin. Ça tombe bien, c'est décroissant, quoi. Enfin, ça pollue pas, tout ça. Sauf que c'est parce que j'ai été socialisée d'une certaine manière, je viens d'un certain milieu social. Et que dire à quelqu'un qui va me dire, moi, mon loisir, c'est de regarder Netflix, qui nécessite qui pollue beaucoup plus, en gros. Et du coup, comment traiter ce sujet de la satisfaction des besoins, notamment quand il s'agit de besoins de loisirs, sans ouvrir la porte à une forme d'élitisme social? Alors ça, c'est une question excellente et je pense que justement le supplément d'information qu'avait apporté Tim en disant c'est pas seulement les besoins, mais la façon dont on les satisfait. Les besoins sont universels, les besoins fondamentaux, par exemple de loisirs, de temps libre, de ce genre de liberté, de passer son temps, une partie de son temps comme on veut, c'est essentiel pour le bien-être. Mais la question des satisfacteurs est très diverse. Et ce qu'on se rend compte, c'est que justement, pour ne pas le nommer dans le capitalisme, les satisfacteurs des besoins, et ça c'est une autre doctorante, Lina Brand-Curry, on a écrit ensemble un super article sur l'escalation, la fuite en avant de la satisfaction des besoins. C'est-à-dire qu'on a un système économique qui prend le fait qu'on ait des besoins fondamentaux et qui en fait des machines à profit qui utilisent toujours plus de ressources. On est toujours dans une espèce d'accélération en fait. Et là, la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire autrement? Et je pense qu'une des premières façons dont on peut faire autrement, c'est se poser la question en collectif. OK, on a ces besoins fondamentaux, on aimerait les satisfaire sans démolir la planète. On fait comment? On s'organise comment? Et c'est ce genre de questions-là qui permet une créativité sociale et économique
et une transformation de la façon dont on réfléchit à nos sociétés. C'est-à-dire, pour certaines personnes, on va réussir à le faire d'une certaine manière. On peut se poser en tout cas la question et trouver des nouvelles pistes d'avancement. Pour certaines personnes, ce sera peut-être difficile de se passer EasyJet de Netflix et EasyJet, par exemple. Mais une fois, ça rend plus facile si on se rend compte ce que font ces compagnies. Donc, par exemple, du fait qu'elles manipulent nos besoins, qu'elles manipulent nos envies pour nous rendre complices de notre propre manque de santé, de notre propre destruction planétaire. Une fois qu'on comprend ça, ça aide très très clairement à se sevrer et puis à passer à autre chose, à réfléchir à autre chose. Donc ça, je pense que la meilleure connaissance de l'économie politique, de ce mécanisme, peut nous aider aussi. Je voulais juste rajouter un point. L'un de mes anciens étudiants de thèse, Amy Isham, qui enseigne désormais, a fait ses travaux. Nous avons commencé avec exactement votre question. Si vous avez des personnes qui ont des activités de loisirs qui sont très satisfaisantes mais qui consomment énormément de ressources, il y en a d'autres qui n'apportent pas beaucoup de bonheur mais qui consomment énormément de ressources. Et puis il y a des choses comme la lecture qui ne consomment rien quasiment mais qui satisfont les personnes. Moi, ma question, c'est par rapport au choix pour répondre à nos besoins. Nous avons le choix de choisir comment répondre à nos besoins et il y a une matrice. On peut dire j'utilise moins de matériaux ou plus de matériaux et puis on pourrait avoir un système d'index de satisfaction où j'ai plus de satisfaction, moins de satisfaction. Le but est d'arriver à un stade où nous avons le moins d'impact possible et le plus de satisfaction possible. Et nous voulons guider la société autant que possible pour tendre vers ce lieu, vers cet idéal où nous avons de plus en plus de satisfactions immatérielles qui sont très satisfaisantes et qui voient beaucoup de contributions humaines, beaucoup d'épanouissement. Nous avons commencé à regarder ce travail par un psychologue hongrois et il a utilisé le mot flow en anglais, flux. C'est un état psychologique, un fonctionnement psychologique qui est associé avec de l'épanouissement humain, avec un niveau de satisfaction très élevé. On l'utilise pour les gens qui font énormément de sport. On est dans un état de flux, c'est là qu'on a les endorphines. On est dans un lieu où les actions sont quasiment autonomes. On ne réfléchit même pas consciemment à ce que l'on fait, tellement on est concentré sur la tâche. On est tellement concentré que cela nécessite qu'on ait un certain niveau de compétence, mais aussi un certain niveau de défi. Et lorsqu'on a l'équilibre, ce qui me ramène à la question de l'équilibre entre la compétence et le défi, vous atteignez ce flux, ce flow. Et ce chercheur a précisé que tout cela est beaucoup plus facile à obtenir à travers des activités qui ne nécessitent pas de matériaux, parce que cela compte uniquement sur votre attention psychologique. On fait quelque chose en tant qu'être humain, on n'est pas là en tant que consommateur. Et ainsi, les activités qui consomment plus de matériaux apportent moins de satisfaction et qui ne donnent pas lieu à cet état de flux. Ce travail qui a été fait par Amy avec moi-même et Brigitte Gessesheim, une autre psychologue, cela nous a permis de commencer à mettre en exergue le fait qu'il y avait une base empirique pour cette hypothèse, comme quoi nos satisfactions les plus fortes ne proviennent pas de la société de consommation, mais au contraire de cette route qui a été moins entreprise à l'intérieur de la psyché humaine, c'est qu'il y a un cœur à atteindre où on peut se satisfaire sans qu'il y ait quoi que ce soit comme objet matériel dans ce flux. Bonjour, j'avais d'abord une appréciation à faire. Attendez, est-ce que vous pouvez juste lever la main pour qu'on vous... Ah, vous êtes... Ah oui, pardon. Voilà. C'était d'abord toute mon admiration, comme souvent pour Sheridan. On pourrait penser d'ailleurs que c'est Tim qui traduit Sheridan plutôt. Et puis la deuxième chose... Et puis la deuxième chose, c'est, Julia, vous avez parlé des services de base universels. Est-ce que vous vous êtes appuyé sur le travail des années 90 du bien international de Yolande Bresson et tous ces gens-là? Voilà.
ça n'allait pas porter beaucoup si je parlais dans un verre d'eau. Alors, je me base en fait sur les travaux de Anna Coot et du New Economics Foundation, et c'est bien possible que eux se basent là-dessus. Donc, c'est clair que beaucoup de ces bonnes idées ont des généalogies plus longues et qu'il ne faudrait pas les oublier. Celle-ci, je n'en suis pas au courant, malheureusement. On va prendre 4-5 questions groupées, parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de questions, et on fera des réponses, du coup, vous improviserez sur ces 4-5 questions. Alors allons-y, qui a le micro? Merci pour votre intervention. Moi, je voulais voir un peu, vous nous avez parlé de tous nos majors, Total, Renault, Bill Gates, tous ces gens-là ont été cités, nos politiques aussi. Moi, je voulais savoir si dans vos recherches ou dans le fait que vous envisagiez des sociétés décroissantes ou post-croissance, est-ce que dans vos recherches est pris en charge le domaine de l'éducation et de la conviction du plus grand monde que, quelque part, on nous vend des besoins qui ne sont pas nécessaires à être satisfaits aujourd'hui. Voilà. Merci. Parfait. Merci beaucoup. J'arrive. Est-ce que la post-croissance ne va pas de pair avec une limitation de l'économicisation du monde? Je pense aux travaux de Karl Polanyi. Est-ce que c'est pas envisagé comme ça? C'est-à-dire que ce qui croît terriblement, c'est cette intrusion de la sphère marchande dans toute la vie humaine, y compris dans l'intime. Est-ce que la post-croissance, quel lien vous faites et comment est-ce que vous voyez les choses? Merci beaucoup. C'est parfait, les questions sont concises et tout, c'est impeccable. Julia, vous avez parlé de modèles sur lesquels vous travaillez concernant la modélisation potentiellement de scénarios qui seraient en lien entre la post-croissance et le réchauffement climatique. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est potentiellement des scénarios qui seraient publiés par le GIEC, ou en tout cas, comme vous avez travaillé avec le GIEC, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, ou quelles sont les barrières par rapport au GIEC pour élaborer des modélisations qui incluent la post-croissance? Merci. On en prend encore une, Emmanuel, ou on parle là-dessus? Alors on parle là-dessus. Alors allons-y. Peut-être Julia, si vous voulez commencer par la dernière, vous êtes spécifiquement adressée. Oui, ok. Alors par rapport au GIEC et à la modélisation, donc le GIEC ne fait rien lui-même. Enfin si, mais en gros, nous écrivons des rapports de synthèse, donc il faut que ce soit publié ailleurs. Le problème, c'est que pour l'instant, les gros groupes, c'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que la recherche sur la décroissance et la post-croissance, donc Tim était actif avant, c'était 2-3 personnes, c'est très très récent que nous avons des équipes de recherche et des ressources là-dessus. Donc les équipes qui avaient des ressources pour faire de la modélisation que pouvaient prendre en compte les rapports du GIEC, ne se posaient pas cette question-là. Et d'ailleurs, se sont même créé un cadre où ils ont des scénarios de base, tous basés sur la croissance économique. Donc là, ce qu'on a essayé de faire dans le dernier rapport, c'est qu'on leur a un peu sonné les cloches et qu'on a dit « Ouh là là, vous n'êtes pas en train de... Ça, c'est quand même assez biaisé. Vous n'êtes pas en train de prendre en compte tout le royaume du possible, on va dire. Mais ce travail reste encore à faire. Une fois qu'il sera publié, oui, le GIEC devra en prendre compte. Ça, c'est clair. Mais on a du retard. Peut-être juste pour parler de la question de l'idéologie du marché, en fait, qui est ancrée partout autour de nous, y compris dans nos relations intimes ou la façon dont on se considère nous-mêmes. C'est-à-dire, là, il y a un lien avec l'éducation, donc avec la première question, c'est-à-dire qu'on nous apprend que nous sommes des consommateurs avares et individualistes, et plus on nous apprend ça, plus on fait donc de nous des sujets néolibéraux, plus nous agissons. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites sur les étudiants en économie. Plus ils sont avancés dans leurs études et plus ils se considèrent et agissent dans ce genre de domaine, c'est-à-dire est-ce que ma copine est un objet de consommation assez valeureux pour moi? Enfin, ça devient des trucs assez douteux, quoi. Mais il y a un rôle de l'idéologie. Nous vivons dans une société qui véhicule une certaine idéologie. Et la question de la culture se pose, la question de l'ouverture d'esprit se pose, la question de qu'est-ce qui, nous, en tant qu'humains,
nous nous considérons. Nous sommes très plastiques, nous pouvons changer et nous pouvons changer cette orientation. Cette orientation marchande n'est pas essentielle à nous et la façon dont nous agissons a beaucoup d'aspects d'entraide. Nous sommes une des espèces les plus sociables, les plus communicatives et les plus collaboratives qui existent. Donc, ce qui fait l'être humain, c'est la collaboration. Sans collaboration, sans entraide, nous ne survivons pas en tant que bébé, ça va très très vite. Donc, la question de ce qui fait l'humain, ce n'est pas cette question de marchander, de marchander chaque interaction, c'est cette question de collaboration, d'entraide, de communication, de vouloir agir de manière intéressante dans une société. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut remettre au centre de ce que devrait être notre économie et notre monde politique aussi, c'est clair. Tim, si vous voulez réagir, donc les trois questions, c'était éducation, économisation et puis la question du GIEC. Oui, Julia a répondu sur la modélisation. D'une certaine manière, j'irais même jusqu'à dire que c'est pire que ça. Une demi-douzaine de fois, tout un ensemble d'organisations m'ont proposé de travailler comme expert au sein du GIEC et on ne m'a jamais sélectionné pour y être. Ça aussi, ça fait partie du système. On met au loin certains types de chercheurs et de recherche pour limiter ce qui peut être dit par le GIEC. Et il y a eu très certainement des raisons politiques pour rester aux confins du paradigme basé sur la croissance. Et comme l'a dit Julia, les choses ont changé malgré tout récemment et les choses ont changé pour le mieux parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus résoudre les problèmes du changement climatique sans tenir compte, sans examiner le système économique. Vous avez parlé de recherche, d'éducation. Oui, l'éducation est fondamentale. D'une certaine manière, je me vois, peut-être que je vois mon travail comme étant basé sur l'éducation. J'enseigne au Royaume-Uni, donc ça va de soi. Mais pour moi, le travail que je fais avec les entreprises, avec les gouvernements, avec la société civile et le fait d'être ici aujourd'hui, c'est entre guillemets, ça fait partie du processus de l'éducation. Et ce processus est très spécifique. L'éducation formelle est aussi quelque chose qui souffre aujourd'hui au sein de cette économie basée sur la croissance. On produit des consommateurs. Nos systèmes éducatifs sont des systèmes qui produisent les consommateurs de demain. Or, ça, ce n'est pas vraiment l'éducation. L'éducation, pour moi, à terme, c'est simplement d'encourager les personnes et d'enseigner aux personnes comment exercer leur libre arbitre, comment penser vraiment pour elles-mêmes. C'est le problème au sein de l'éducation actuellement. Le but est de permettre aux enfants d'exercer leur libre arbitre, même quand ce qu'ils pensent n'est pas forcément ce que je pense, parce que ce processus, ce dialogue, à mon avis, est absolument essentiel, comme vous l'avez indiqué. Et ceci nous amène à la question de la post-croissance et le marché. Vous avez entièrement raison. Au fur et à mesure, nous nous sommes vus comme des consommateurs qui servent le marché, entre guillemets, qui servent la croissance du marché, qui a vraiment dominé notre façon de prendre nos décisions tout au long de notre vie. Et en fin de compte, en reconnaissant cela, ce que j'essaye de faire, c'est d'identifier le chemin, la route qu'on a moins voyagé. Quelle partie de nous-mêmes n'a pas pu s'investir dans la vie en société? Quelle partie de nous-mêmes est restée intacte, n'a pas pu trouver sa voie? Les marchés, ça va bien si on est égoïste, si on veut du fric. À ce moment-là, on part tête baissée, on investit dans l'économie, on arrivera à toujours garder notre argent, garder la croissance et en profiter individuellement. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Les marchés ont été capturés et chacun de nous, nous avons une âme et notre âme a été capturée par le marché. Et nous avons oublié. Je pense que nous avons oublié, OK, il y a de l'égoïsme au sein de notre âme, mais nous avons également la préoccupation de l'autre. L'altruisme, c'est aussi quelque chose de très humain. Et sans notre socialité, nous n'aurions jamais évolué en tant qu'être humain, en tant qu'êtres sociaux, comme nous l'avons fait. Et oui, nous avons un désir, une envie pour tout ce qui est nouveau.
mais également nous avons ce besoin fondamental pour la tradition, pour les choses qui existent depuis toujours. Nous avons besoin d'une vision à long terme. Et si on demande aux psychologues, et ceci me fait penser à Shalom Schwartz, qui a identifié tout un ensemble de valeurs humaines, un cercle de valeurs humaines. Oui, on est égoïste, mais on est aussi altruiste. On aime la nouveauté, mais nous aimons également la tradition. On part en quête des traditions. Et quand on regarde cette carte de l'âme humaine sur le marché, on n'est concentré que sur une partie. Cela veut dire qu'il y a les 3/4 du cercle, ce que ça veut dire d'être humain, qu'on a balancé à la poubelle en disant on va juste se concentrer sur le marché et sur ce modèle. On va se libérer des 3/4 de notre âme pour viser le progrès social. Or, c'est le progrès humain qu'il faudrait viser. Identifier les racines à travers lesquelles nous pouvons vraiment penser au progrès de l'âme humaine. Merci beaucoup. Je crois qu'on va encore prendre une salle de questions. Oui. Si vous faites comme les premiers, très concis, ce sera parfait. Voilà. Et puis, voilà. Peut-être encore sur cette notion d'économico-centrisme là. Et effectivement, vous nous avez inspiré finalement à réitérer le fait que la limite de notre réflexion, c'est qu'on pense tout économique. Le GIEC est critiqué pour ça, justement. La pensée économique domine les autres pensées. Et c'est un peu curieux de demander ça, d'ailleurs, à 2 économistes de votre renommée. Mais est-ce qu'on pourrait, sur ces questions d'existence, de besoins naturels, ne pas faire des biais? Vous l'avez un peu fait, d'ailleurs, sur des angles plutôt éthiques ou plutôt épistémologiques, plutôt que de tout traduire en croissance ou en éléments économiques. C'est un peu cette question qui a été posée là. Je trouve qu'elle est essentielle. Et ce qui est surprenant, c'est que vous, économistes, vous nous invitez à voir les limites de la science économique beaucoup plus larges que celles que l'on a culturellement. Bonjour. Contrairement à ce que vient de dire ce monsieur, pardon, oui, je crois beaucoup aux chiffres. Et donc, la situation actuelle qui est extractiviste, qui exploite les individus, elle est aussi le résultat de ce qu'on apprend dans les grandes écoles, HEC et autres. Ce sont des équations qui expliquent que la viabilité d'une entreprise, la viabilité d'une société repose sur des bénéfices qu'on obtient. Donc il y a des chiffres, il y a des équations. Apparemment, cette équation n'est pas bonne. Il manque des paramètres à l'équation. Je suppose que vous avez travaillé à des nouvelles équations, mais malheureusement, si vous l'avez déjà fait, ce travail n'a pas été vulgarisé parce que je n'entends pas autour de moi, dans la société en général, des gens dire qu'on peut penser autrement. Merci. Encore une. Alors, c'est le monsieur qui est là-bas. C'est la 3e. Et... Oui, voilà. Ça marche? Oui, ça marche. Est-ce que vous avez pris en compte le fait de la possibilité de prendre des mesures coercitives par rapport à des agents économiques qui à la fois nous poussent à consommer, je pense aux agences de publicité, et également envers le système bancaire qui un jour ou l'autre, je pense, va s'effondrer et on va connaître une crise pire que 2008 avec les résultats que l'on connaît. On va privatiser les gains et on va mutualiser les pertes. Comment pouvez-vous envisager ce modèle dont vous avez parlé à l'instant, est-ce qu'il va pouvoir tenir le coup? Parfait, merci beaucoup. Alors, qui veut commencer? Julia, vous voulez commencer, Tim? Yeah, thank you. I mean, they're all great questions and ones that to some Vos questions sont toutes des questions formidables. You know, our work, I guess, et I'm sure Julia would agree, j'avoue, et je pense que Julia sera d'accord, forcément nous nous sommes posés ces mêmes questions et on a lutté avec pendant quelque temps. Peut-être que maintenant je dois avouer quelque chose. Je n'ai pas fait mes études dans le domaine de l'économie. Et c'est peut-être parce que je n'ai pas été formée comme économiste que je suis capable aujourd'hui de critiquer le modèle économique comme vous m'avez fait faire aujourd'hui. En fin de compte, on parle de moi en tant qu'économiste en dehors du Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, tous les spécialistes en économie
déteste des gens comme moi qui réfléchissent comme je le fais et n'aiment pas me considérer comme un économiste. Mais vu que je n'ai pas fait d'études dans ce domaine, je compatis énormément avec cette idée comme quoi il faut démarrer avec les choses que nous pouvons comprendre. Il y a eu un très bel exemple de cela. Manfred Max Neef, qui était un économiste politique, c'est quelqu'un qui a été candidat présidentiel au Chili. Malheureusement, il n'a pas été élu. Mais très tôt, cet homme a pris un groupe d'économistes. Il est parti avec eux. Il les a emmenés en Suède. Il leur a donné un financement et il leur a dit « Pensez à l'économie sans utiliser des mots du monde de l'économie ». Et le résultat a été un petit livre très profond sur les besoins humains à l'échelle de l'être humain. Et c'était très intellectuel et très intéressant par rapport à certaines choses que Julia a dit. Donc oui, je suis à 100% en faveur d'une approche et je peux contrer vos arguments un petit peu, mais il est nécessaire vraiment de se battre avec les économistes en utilisant leur langage. Il faut connaître les ramifications de leur monde si on veut trouver une autre solution pour travailler, pour vivre différemment. Et quand je dis qu'il faut savoir parler leur langage aussi, je trouve que c'est une tâche difficile. Monsieur, comme vous avez vu, j'aime les chiffres également, les équations. Et effectivement, ils ont un rôle à jouer si on doit comprendre une situation. Mais actuellement, la situation est quasiment impossible à comprendre, impossible à gérer. Et dans de telles circonstances, ce que nous savons, on peut parler de statistiques, on peut quantifier les données, on peut parler de preuves, on peut parler de preuves qualitatives et preuves quantitatives. C'est tout cela qui importe, mais c'est l'histoire, le récit qui est parfois le plus important. À d'autres moments, ce sont les chiffres qui doivent raconter l'histoire. C'est la seule façon d'attirer l'attention des uns et des autres. Mais dans tous les cas, nous devons être authentiques avec les données. Julia, c'est une véritable vedette avec cela. Tout le long de sa carrière, elle a toujours fait parler les chiffres vrais, les tendances statistiques. Elle a toujours mis en exergue les chiffres. Lors de ma première conversation avec elle, je me souviens très bien, on rentrait de la Suisse en train et à un moment donné, Julia, je pense que vous étiez en train de faire une thèse, je ne me souviens plus trop bien, mais ce qui m'a marqué lors de cette conversation, c'est que je me suis dit, waouh, c'est une personne qui a une croyance profonde que ce genre de preuve est essentiel, qu'on ne peut pas contourner l'hégémonie existante sans tenir compte de ces chiffres statistiques. Dans les écoles, les ingénieurs qui font leurs études, c'est vraiment tellement dommage qu'eux n'apprennent pas toutes ces choses dont nous avons parlé aujourd'hui. Il y a encore une tâche énorme à mettre en place au Royaume-Uni, par exemple. J'ai un peu d'engagement avec certains conseils pour les universités et la formation d'ingénieurs qui commencent à s'interroger, est-ce qu'il faut former les ingénieurs sur certains de ces thèmes? Mais nous en sommes à un stade où quand même le système d'éducation est dominé par la croissance. Est-ce qu'on peut penser à des mesures coercives? On le fait tout le temps, on y pense tout le temps. On pense à la politique sous-jacente à cela. Nous applaudissons lorsque les politiques commencent à s'interroger. Et il y a eu un moment en 2019 au Royaume-Uni, lors des élections, où John MacDonald, qui voulait devenir le chancelier de l'échiquier, il a commencé à parler à la City de Londres de la régulation financière à cause de tous les dangers auxquels vous avez fait référence. Cette partie de Londres non régulée, où vous avez ces tours, cette croissance sans fin, vous avez ces fortunes qui créent de l'instabilité au cœur de la société britannique. Et la seule chose qu'on puisse faire lorsqu'on a un tel parasite chez l'autre, c'est-à-dire dans le pays, c'est de réguler ce parasite. Donc, il a commencé à parler de la régulation et le gouvernement, en devenir à gauche à l'époque, a subi une défaite énorme suite à cette proposition. Donc, votre question est une question essentielle. Et quand on regarde les choses du côté de la santé, on peut mettre en place un système grâce à la régulation. Gérer la santé
en société, on ne peut le faire qu'à travers des forces qui régulent le système. Donc, s'imaginer qu'on peut se débarrasser de toute forme de réglementation, de régulation, c'est inconcevable à mon sens. S'imaginer que la régulation puisse jouer un rôle positif pour l'organisation des sociétés, il y a énormément de preuves pour étayer cette théorie, quel que soit l'organisme, et je parle de nos organismes qui sont tous assis ici. Je fais vite, comme ça on va aller boire des cafés, ou Dieu sait, marcher un peu. Alors, première question, s'il ne faut pas repenser l'économie, ou s'il ne faut pas mettre l'éthique et ces autres pensées au cœur de ce qu'on fait, et je pense que vous avez raison, et c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, moi, juste pour la petite histoire, j'ai eu 10 ans où je n'ai pas réussi à trouver des financements pour mes projets. Ça avançait assez difficilement du coup, parce que je mettais ce concept du bien-être dans mes projets. Et puis les gens, ils lisaient ça, enfin mes collègues, puis ils étaient là, ouais, mais c'est une folle. Mais en fait, donc il a fallu démontrer qu'on peut réfléchir analytiquement, correctement, que ce n'est pas simplement des opinions ou des idées ou du rêve, et qu'on peut vraiment rechercher ces questions éthiques dans des méthodes conceptuelles et quantitatives qui tiennent la route. Donc maintenant on y arrive, mais c'est juste pour dire que c'était pas réussi d'avance, et ça a pris un certain temps à se mettre à être pris suffisamment au sérieux. La question des modèles et des équations, donc vous avez raison. Pour moi, cette question de l'économie basée sur les équations, c'est un château de cartes qui n'est pas construit sur une table bien solide, c'est d'ailleurs construit sur du vide. Presque toutes les suppositions qui vont dans ces théories sont fausses. On construit un modèle hyper simpliste sur des suppositions qui sont démonstrablement fausses. Donc, en tant qu'ex-physicienne, je ne trouve pas très correct parce qu'on s'intéresse à la réalité. Mais pour les économistes, ça les gêne très, très peu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un bouquin d'un collègue qui s'appelle Stephen Keen, qui s'appelle Debunking Economics. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais je pense que ça a été traduit. Et une des histoires qu'il raconte dans son bouquin, qui est justement sur démonter ces idées, cet édifice des équations économiques, c'est que chaque génération d'économistes, tous les 15 à 20 ans, il y a quelqu'un qui débarque et qui démontre que ces équations sont fausses, qui réussit à publier ses trouvailles, et tout le monde s'en fiche. Parce que le but, ce n'est pas de savoir si c'est correct ou pas. Le but, c'est que cet édifice des équations de l'économie mainstream protège l'accumulation des richesses et du pouvoir des personnes actuellement au pouvoir. Donc, ce n'est pas une question d'une science, c'est une question d'un système de protection politique et d'un édifice d'idées, d'une idéologie qui se protège avec des maths faux. Voilà. Grosso modo. Et du coup, il faudrait en effet démonter ça, mais c'est assez autoprotecteur, on va dire, comme édifice. Donc, malgré le fait qu'on arrive à démontrer sans cesse que c'est faux, ça n'a pas l'air de déranger grand monde à l'intérieur de ce domaine. C'est un problème. Pour la troisième question, la question des mesures coercitives, je pense que c'est une question intéressante. Moi, j'aimerais bien me pencher sur ce dossier d'une économie démocratique, c'est-à-dire est-ce qu'on arrive à décider ensemble ce qu'on veut dans l'économie, que ce ne soit pas décidé pour nous. Parce qu'en fait, ce qui est invisibilisé dans l'économie du marché actuel, c'est que nous avons des mesures de coercion qui s'imposent sur nous. Nous n'avons pas le choix d'être dans un autre système économique. On ne nous donne pas ce choix, on ne nous donne pas ce pouvoir de décision. Donc, est-ce que nous voudrions avoir de la publicité pour des trucs qui ne sont pas bons pour nous dans notre société ? Est-ce qu'on a le droit de décider ça à l'échelle d'une municipalité, à l'échelle d'un quartier ? Est-ce qu'on a le droit de décider pour nous, est-ce qu'on veut travailler dans un domaine qui n'est pas salutaire pour notre environnement ou notre santé ? Est-ce qu'on a le droit de décider ça ou pas ? Donc, pour moi, la question de la coercion, elle est aussi à inverser. C'est-à-dire, est-ce que nous avons la liberté de prise de décision qui nous permet de construire ensemble un système économique qui n'est pas exploitateur, que ce soit de nos environnements, des environnements lointains, de nos populations à nous, des populations lointaines. Donc ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut se donner cette liberté-là et puis revendiquer une démocratie économique. Parfait, merci beaucoup, merci.
Et puis merci aussi à Dawn qui est vraiment, effectivement, c'est très très impressionnant quand vous êtes à côté parce que c'est... Et merci à Rémi pour la modération et à Emmanuel pour l'organisation. Et je crois que Emmanuel va présenter la conf suivante. Alors merci à tous les quatre. Merci